C'est comme un tsunami, un ouragan, une tempête d'amour et d'émotions. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que je pouvais pas tout faire et que c'est ok. Comment s'y retrouver au milieu de ce flot d'informations ? Pas facile de trouver sa place. Hello et bienvenue dans Parlons Bambin. Je m'appelle Alexia Poirier, je suis infirmière puéricultrice et aujourd'hui j'ai décidé de créer ce podcast pour toi, futur ou nouveau parent. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, le but est que tu prennes conscience de toutes tes ressources pour une parentalité éclairée, assumée et reboostée. J'ai à cœur de faire de ce podcast une boîte à outils avec de l'information fiable et nuancée. Et surtout avec des épisodes courts qui s'intègrent dans ton planning de parent. Pourquoi pas à écouter durant tes trajets, le temps de la sieste ou même lors d'un moment pour toi. Tu vas vite t'en rendre compte. Ce podcast est basé sur tes questions du quotidien. Et je vais te proposer des pistes pour t'aider à observer, à comprendre ce qui se passe pour toi et ton enfant. Tu l'as peut-être constaté par toi-même, mais cet hiver, les chiffres de l'épidémie de bronchiolite se sont envolés. Alors, pour ce tout premier épisode de 2023, j'avais envie de me poser et de tirer au clair toute la thématique autour du rhume de l'enfant. Pourquoi surveiller la respiration de son enfant ? Comment le soulager ? Et quelle action mettre en place concrètement ? Et cerise sur le gâteau, dans cet épisode, Emmanuel, interne en pédiatrie, te donne toutes les astuces pour pouvoir évaluer la respiration de ton bébé. C'est parti ! Tu l'as peut-être déjà constaté par toi-même, mais le jeune enfant est particulièrement sensible à tous les micro-organismes qu'il va croiser pendant ses premières années de vie. En effet, son système immunitaire est en formation. Chez nous adultes, nous avons eu plusieurs rencontres avec des micro-organismes et au fil de ces différentes rencontres, notre système immunitaire a appris à répondre à l'attaque en créant une armée adaptée à chaque micro-organisme. Ça s'appelle les anticorps. Donc, pas la peine de t'assurer que ton bébé évolue dans un monde stérile au tout départ parce que il a besoin en fait de ces expériences, de ces rencontres avec les micro-organismes pour pouvoir former ses propres défenses. Ces propres défenses vont être aussi renforcées grâce à la vaccination obligatoire qui est donc en place et mise à jour depuis 2018. Et donc ça c'est très important de pouvoir la suivre. On pourra aussi détailler la vaccination dans un prochain épisode si ça t'intéresse, comment prévenir le petit inconfort qui peut suivre une injection, etc. Mais revenons au sujet principal, qui est donc la rencontre avec les micro-organismes. Certes, elle est importante, mais il va quand même avoir des points de vigilance et des précautions à prendre avec un tout petit. Parce que le tout petit a moins de réserves pour pouvoir se défendre sur le plan respiratoire, mais aussi le plan calorique. Je m'explique. Le bébé est très dépendant de son nez pour respirer. Et parfois, quand il est enrhumé, il va avoir moins d'énergie pour tirer sur le sein ou la tétine et donc prendre du lait, avaler, couper sa respiration, déglutir. Du coup, je m'adresse également à notre expert pour cet épisode. Emmanuel, est-ce que tu peux nous confirmer donc ce que je viens de dire par rapport à la particularité du jeune enfant face au virus et en particulier par rapport à sa respiration ? Les bébés, ils ont peu de réserves, c'est-à-dire que un nez bouché peut entraîner des conséquences assez rapides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réserve pour lutter contre ce nez bouché. Si le nez est bouché, le bébé va pas bien et va mal se nourrir notamment. Donc, ils sont extrêmement dépendants au nez et voilà pourquoi il est important de nettoyer le nez fréquemment chez les bébés. Eh bien justement, transition presque toute trouvée, effectivement, on va en parler du lavage de nez parce que c'est un axe essentiel dans la prise en charge du rhume et de l'encombrement chez l'enfant, c'est le lavage de nez. Et le lavage de nez, il y a quand même quelques critères à avoir en tête. Mais avant de détailler cette pratique, je voulais aussi te poser une question qui revient très souvent et qui est une source de stress par rapport aux parents. Est-ce qu'on doit consulter ou pas ? Est-ce que depuis chez nous, on peut évaluer la respiration de notre bébé ? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, l'offre de soins est ce qui est en France et je pense que pouvoir donner quelques clés à travers cet épisode aux parents
on peut participer à notre échelle à la prévention. Alors, dis-nous, Emmanuel, comment évaluer la respiration du jeune enfant ? Alors grosso modo, pour être un peu systématique, il faut appliquer le même raisonnement pour chaque situation. On va évaluer premièrement la fréquence respiratoire, c'est-à-dire est-ce que bébé respire vite ou non. On va calculer le nombre de respirations, combien de fois il respire sur une minute. En gros, en fonction de l'âge, il faut respecter des normes. Chez le bébé de moins de 1 mois, il doit respirer moins de 60 par minute. À partir de 1 mois, c'est plutôt 50 par minute. Puis après 6 mois, 40 par minute. Donc si il dépasse ces chiffres, on dit qu'il respire trop vite. Et là, c'est un signe déjà de difficulté respiratoire. L'autre élément, donc deuxièmement, c'est le travail respiratoire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signes de lutte respiratoire, le ventre creuse, les côtes apparaissent, les muscles sous le cou se contractent. Tout ça, c'est des signes qu'il y a des muscles accessoires qui permettent au bébé de respirer de façon convenable. Et ça, c'est pas normal d'utiliser ces muscles. Quand un bébé respire normalement, il n'utilise pas des muscles accessoires. Donc là, c'est la deuxième chose à évaluer. La troisième chose, c'est le volume respiratoire, c'est-à-dire est-ce que le thorax, là où il y a les poumons, se gonfle et se dégonfle de façon importante. Est-ce que vous entendez aussi des bruits pulmonaires? Tout ça, c'est des choses qui doivent vous alerter. Et la dernière chose à évaluer, on parle d'oxygénation, c'est-à-dire est-ce que le bébé permet de s'oxygéner normalement, et ça c'est les signes qu'on voit cliniquement, c'est-à-dire les lèvres bleues, on appelle ça la cyanose, c'est-à-dire que le bébé manque d'oxygène. Ça c'est des éléments qui doivent vous alerter, qui montrent que le bébé s'oxygène pas normalement. Ok, bon là j'imagine déjà la question du parent qui nous écoute arriver, c'est très bien, maintenant je sais observer comment respire mon enfant, mais quand est-ce que je dois m'inquiéter réellement et consulter? Et ça je pense que la question l'une va pas sans l'autre, donc est-ce que tu peux nous éclairer? Et quelque chose qu'on doit savoir en tant que parent, c'est quand est-ce qu'il faut s'alerter devant une gêne respiratoire. Alors, c'est pas forcément évident. Évidemment, si vous avez un doute, vous pouvez appeler le SAMU, le 15, appeler votre médecin, faire une visio pour avoir aussi un médecin, pas forcément votre médecin traitant, pour discuter de l'état de votre enfant. Mais grosso modo, en pédiatrie, c'est toujours la même chose. Il faut évaluer l'impression générale, l'état général de votre enfant. Est-ce que il joue comme d'habitude ou est-ce que il joue pas comme d'habitude? Vous le trouvez vraiment amorphe, pas normal. Est-ce qu'il mange? Oui ou non? Est-ce qu'il mange beaucoup moins que d'habitude? La limite d'inquiétude, c'est généralement 50% de ses rations. Autre chose sur les choses à évaluer, c'est l'apparition de cyanose, les lèvres bleues. Si vous avez des lèvres bleues, ça veut dire que votre bébé s'oxygène pas bien. Et ça, c'est un signe d'alerte. Également, si votre bébé fait des pauses respiratoires, la respiration s'arrête pendant plus de 10 secondes, ou si il fait des malaises, ou il devient somnolent, c'est-à-dire l'état de conscience est anormal, ça c'est aussi des signes de gravité et peut montrer que la respiration est insuffisante. Pour finir, et ça je l'ai déjà dit mais je reviens dessus, c'est la perte d'appétit. Un bébé qui ne mange plus, qui a cassé ses besoins et qui mange moins de 50% de sa ration est un signe d'alerte et qui doit vous faire consulter. Et oui, très bon rappel, merci à toi Emmanuel, ne reste jamais seul face à une question à laquelle tu n'as pas la réponse, face à une inquiétude. Il y a toujours moyen d'avoir un avis d'un professionnel en direct, c'est un peu la beauté aussi de notre système, même s'il a aussi ses failles, donc vraiment ne reste pas seul. Merci à toi, Emmanuel, de nous avoir transmis quelques éclairages pour cet épisode. Je rappelle qu'on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, sous le même pseudo, ped-Emmanuel, où tu nous partages énormément de vidéos qui sont très ludiques et très nuancées, tout ce qu'on aime, quoi. Après avoir vu l'étape de la surveillance, de la consultation, tu te demandes peut-être comment soulager ton bébé ou ton jeune enfant. Alors effectivement, c'est jamais agréable de voir son enfant lutter ou même perdre de l'appétit, tout simplement parce qu'il a le nez bouché. Donc comment le soulager au maximum? Bien, tout d'abord, tu vas pouvoir effectuer des lavages de nez régulièrement, de préférence avant chaque repas minimum si ton enfant est enrhumé. Pourquoi? Eh bien parce que, on en a déjà un petit peu parlé, mais le fait de couper sa respiration pour déglutir et même tirer sur le biberon ou sur le sein, eh bien chez le tout petit, ce moment du repas représente une réelle épreuve d'effort pour lui, comme si nous on commençait un peu à courir et à parler en même temps. Donc il va falloir faire
pourquoi pas plus de pauses. Ça s'appelle en fait dans le jargon fractionner les repas. Ça veut dire peut-être lui faire plus de pauses, lui proposer moins en quantité de lait mais plus régulièrement à la demande et faire des temps de repos plus prononcés on va dire. Donc le lavage de nez avant chaque repas, mais si ça ne suffit pas, ça peut même être entre les repas bien sûr. Souvent les parents ont peur de faire mal à l'enfant ou que ça lui fasse plus de mal que de bien. Eh bien non, il n'y a pas de nombre maximum en fait, il faut que ça reste au besoin. Si vous sentez, suivez votre instinct. Si votre enfant vous semble encombré, eh bien faites-lui un lavage de nez et observez comment il réagit s'il n'est mieux. Effectivement, il peut avoir des petites irritations et des petits saignements ou des traces de sang. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi comment on utilise l'accessoire pour pouvoir moucher son bébé et quel accessoire on a choisi. Parce qu'il y a certains accessoires qui vont favoriser les irritations. On va y revenir quand je vais développer le lavage de nez et les moyens pour y arriver efficacement. Donc on a parlé du lavage de nez, le fait de fractionner les repas. La verticalité également va énormément aider ton enfant. En effet, plus il reste allongé, et tu le remarques peut-être, il a peut-être plus de réveil d'ailleurs parce que quand son nez se bouche, il a du mal à déglutir et en position allongée, c'est moins facile. Alors que le fait parfois de juste le verticaliser, de le reprendre un peu dans tes bras, ça va déclencher les sécrétions qui vont tomber en fond de gorge et donc lui il va pouvoir les avaler et se dégager ainsi. Donc la verticalité fonctionne beaucoup. Portage, temps de câlin, n'hésite pas. On y pense rarement, mais c'est quand même un critère important et qui impacte quand même pas mal, surtout au niveau de l'inflammation des bronches, si jamais les micro-organismes ont atteint les bronches dans le cas de la bronchiolite. Il va falloir aérer régulièrement les pièces, en particulier la pièce dans laquelle dort ton bébé. En effet, en règle générale, l'air intérieur des habitations est beaucoup plus pollué que l'air extérieur par les émanations de peinture, des meubles, par le fait qu'on ouvre moins, en fait, on aère moins par peur de la perte de chaleur, souvent l'hiver. Eh bien non, il faut pouvoir aérer avant chaque temps de sieste ou après pour pouvoir renouveler l'air dans les pièces et aussi dans la même continuité on évitera tout ce qui est tabagisme passif parce que c'est pareil, ça participe à la pollution de l'air que l'enfant respire et dans le tabac il y a des agents irritants, fortement irritants pour les voies pulmonaires et en fait le fait d'inhaler tout ça pour l'enfant ça va participer à l'entretien de l'inflammation, à fragiliser ses bronches. Donc en fait c'est un peu un cercle vicieux à la longue. Et ensuite, selon ton observation, n'hésite pas à poursuivre les sorties aussi à l'extérieur régulières. Elles peuvent être plus courtes. Alors bien sûr, si ton enfant est malade, reste dans l'observation la nuance. Elles peuvent cependant être un peu plus écourtées selon l'état de fatigue de ton enfant. Et aussi, il faut bien sûr adapter les couches à son état de santé et plus le couvrir si tu le sens comme ça. Mais c'est vrai que pouvoir s'aérer aussi, ça fait énormément de bien à l'enfant. Comment faire un lavage de nez efficace? Que faire quand le liquide ne ressort pas? Pipette ou seringue ou mouche bébé? Que faire, que choisir? Eh bien, je te détaille tout ça dans cette nouvelle partie. Alors, ce qui va être le plus important dans le lavage de nez et l'enjeu du lavage de nez chez l'enfant, c'est de pouvoir l'assister parce qu'il est totalement dépendant de toi pour se moucher. En effet, il n'a pas encore le réflexe de souffler pour pouvoir expectorer tout ça et se dégager de tout ce mucus. Première chose, ça va être de fluidifier ce mucus parce qu'il peut sécher à la longue et en fait il va devenir difficile pour l'enfant de se dégager seul. Plus le mucus va être liquide et plus il va pouvoir se dégager facilement, c'est-à-dire que le mucus peut ressortir par l'autre narine avec le liquide injecté ou alors par perte il va pouvoir également en avaler et ça c'est pas très grave en fait. Si l'enfant avale, en fait ça le dégage quand même, donc ça c'est important de pouvoir faire quand même ce geste. Donc le sérum physiologique c'est quoi? Il s'agit d'une eau stérile légèrement salée qu'on peut même à la longue acheter en grosse bouteille quand on utilise des pipettes
Donc l'eau stérile en fait va permettre d'une part donc de fluidifier comme je viens de le dire les sécrétions, mais avec cet apport légèrement salé, ça va en fait participer entre guillemets à désinfecter ce mucus-là et le nez, parce que le sel va agir contre les virus ou les bactéries présentes dans le nez et donc diminuer notamment la charge virale dans le nez, ce qui empêche après aux sécrétions de tomber dans les poumons avec les agents pathogènes qui sont dans ce mucus. Petit tips pour toi aussi, en alternance avec les lavages de nez au sérum Phi, par exemple une fois par jour, tu peux aussi utiliser des sprays à base d'eau de mer, parce que l'eau de mer, en plus d'être salée, va apporter quelque chose en plus. Alors au niveau de la pression, elle va pas avoir cette action de réellement déboucher le nez, mais par contre elle va venir se déposer dans la cavité nasale pour ainsi renourrir la flore avec les minéraux notamment et les bons ions présents dans l'eau de mer. Donc ça peut aussi être un cercle vertueux de pouvoir venir entretenir la cloison nasale de ton enfant qui est un petit peu sursollicitée en ce moment si tu lui fais beaucoup de lavage de nez. Comment moucher ton bébé selon son âge ? Eh bien, au tout départ et pour prendre confiance, de toute façon, ton bébé n'a pas assez de tonus pour tenir sa tête. Il va donc être recommandé, comme la majorité de ses soins, de lui faire en position allongée. Mon petit tips d'infirmière puéricultrice qui sait que l'enfant a besoin d'être rassuré, c'est de pouvoir le mettre dans de bonnes conditions. N'hésite pas à lui parler d'une voix douce, pourquoi pas mettre une petite musique, lui faire lorsqu'il a peut-être déjà un petit peu plus mangé, ou éviter qu'il ait trop faim avant de lui faire. Genre, oh là là, il doit téter, mais on doit lui faire son lavage de nez avant, etc. De se retrouver un peu dans la précipitation et dans le stress. Non. Évitez de vous mettre en difficulté et de vous mettre dans une situation stressante. Ensuite, on peut également proposer en simultané la succion. C'est-à-dire qu'on peut s'installer avec le coparent peut lui proposer son petit doigt à téter, ou alors la tétine s'il en a une. Parce que la succion, et on l'a déjà vu dans l'épisode de la tétine, peut-être que tu l'as pas encore écouté, du coup je peux t'inviter à l'écouter, mais il y a plein d'avantages avec la succion chez l'enfant, notamment pour les soins un petit peu désagréables et invasifs. Donc le mot d'ordre, c'est précaution, on se met dans de bonnes conditions, on installe l'enfant, on peut même emmailloter ses petits bras, lui rapprocher de son visage dans un lange, en le plaçant sur un côté au départ pour commencer par la narine qui est vers nous, puis le tourner pour faire l'autre côté. Je vous recommande vivement aussi de faire une pause entre les deux narines, c'est-à-dire de soulever légèrement votre enfant à l'aide de votre main pour qu'il puisse un peu reprendre ses esprits, parce qu'on l'a vu, il faut qu'il puisse déglutir, il peut aussi pleurer par réflexe parce que ça reste quand même pas agréable, même si ce n'est pas douloureux, mais voilà, pour qu'il prenne ses esprits et que vous aussi. Donc là, bien sûr, on utilise la petite pipette de sérum physiologique qu'on trouve dans toutes les grandes pharmacies, parapharmacies. Le volume est complètement adapté à l'enfant. Souvent, on me demande quelle quantité instiller, c'est-à-dire envoyer dans la narine. Ça peut être une demi-pipette. En fait, ce qui compte le plus, c'est de déposer du liquide. Le but, ce n'est pas de noyer l'enfant. Donc, une pipette pour les deux narines peut très bien faire l'affaire au tout départ, surtout chez votre bébé nouveau-né. Après, plus votre bébé va grandir et plus vous allez pouvoir mettre un peu plus de sérum. Mais déjà, je vous invite en tant qu'adulte à faire cette propre expérience sur vous-même, rien qu'avec une petite pipette, et vous allez au moins voir les sensations que ça fait pour vous. Donc imaginez pour le petit nez de votre enfant. Personnellement, quand j'ai fait l'expérience, ça m'a fait un petit déclic. Petit tips supplémentaire par rapport à la pipette, quand vous regardez le visage de profil de votre enfant, parce qu'il est de profil face à vous, vous mettez légèrement sa tête sur le côté, il faut que vous orientiez la pipette comme si vous visiez son oreille. C'est-à-dire, on évite de viser le haut ou alors trop bas, parce qu'il faut que le jet d'eau que vous allez créer en appuyant sur la pipette puisse être dirigé vers son sinus et vers son conduit, parce que le but c'est que le maximum de liquide aille au plus loin dans sa sphère ORL. Donc si on l'oriente vers le bas, on va tout de suite taper vers le bas, et c'est pareil pour le haut. Donc on sera plus efficace en visant l'oreille.
Je sais que ça peut être un peu difficile d'imaginer, d'imager, de se faire une image comme ça, juste à l'oral. J'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram ou même mon compte TikTok. Donc si vous avez ces réseaux sociaux-là, vous pouvez aussi retrouver cette vidéo qui vous permet un peu d'illustrer mes propos. C'est aussi les limites du podcast. Alors souvent j'ai des retours de parents, j'ai l'impression de torturer mon enfant, etc. Je ne suis pas à l'aise. Sache que plus tu vas faire ce soin et plus ton enfant va s'habituer aussi, donc bien le vivre, et plus toi aussi tu vas prendre confiance dans tes gestes, en rapidité et en aisance. Mais parfois certains parents ne s'y font jamais. Alors, ce que je peux te proposer, c'est que dès que ton enfant a gagné un peu plus de tonus, vers déjà 4-5 mois, il commence à tenir un peu plus droite sa tête quand tu le maintiens en position assise, eh bien, tu peux passer au lavage de nez en position assise à l'aide d'une seringue avec un embout silicone. On voit pas mal de vidéos d'ailleurs passer sur les réseaux à ce sujet. C'est vrai que des parents vont tout de suite se dire « Ah, je suis beaucoup plus à l'aise, ils vont être plus confortables, je pense. » Eh bien, c'est très bien. En fait, il n'y a pas de meilleure technique, à part qu'elle doit être à base de sérum physiologique, mais en fait la technique la mieux ce sera celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc si c'est ok pour vous de moucher votre bébé en position demi-assise contre vous, vous l'asseyez, donc son dos contre votre ventre, vous le penchez légèrement en avant. C'est marrant parce que je me penche en même temps que je vous explique. Je suis en train de mimer comme si j'avais un bébé assis sur mes genoux. Vous pouvez mettre une serviette le long de son cou et en lui expliquant, même pour les plus grands, ça peut être faire face à un miroir. Comme ça, il a un peu plus d'emprise sur ce qu'il ressent par rapport à son corps. Il se voit. Donc ça peut être très bien pour nommer les choses. Ça peut être tout à fait envisageable, bien sûr. Aussi, j'ai envie de vous parler du mouche bébé parce qu'il est très en vogue, il apparaît déjà sur plein de listes de naissance. Alors moi, j'aimerais bien mettre des éclairages autour de cette technique parce que c'est vrai qu'en tant que nouveau parent, on peut se dire c'est très bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mouche bébé repose sur le concept de l'aspiration. On va venir aspirer le mucus. Sauf que si vous n'utilisez pas de sérum physiologique, eh bien vous n'allez pas fluidifier et vous n'allez pas diminuer la charge virale ou les agents pathogènes présents dans le nez. Donc on n'aura pas cette double action du sérum phy. Et admettons, vous pouvez très bien utiliser un mouche bébé à sec donc, mais parfois le mucus est collé et il y a un petit bouchon et plein de mucus derrière. Eh bien on va pas forcément avoir un lavage de nez efficace. Donc si vous souhaitez utiliser un mouche bébé, déjà première chose, toujours utiliser en amont le sérum phy. Parfois certaines mamans vont utiliser le mouche bébé pour aspirer le restant en fait et ça les rassure. Eh bien, en fait, fais ce que tu as envie, il faut que tu sois à l'aise. Cependant, le mouche bébé, il faut être vigilant parce que on va venir créer une aspiration. Et souvent, quand le bébé est enrhumé, il y a un peu comme une inflammation de sa sphère ORL, qui veut dire inflammation également, parfois du tympan. Et si on vient créer des à-coups, eh bien, on peut venir créer comme une micro-aspiration du tympan et venir le léser comme ça au fur et à mesure. Pareil, le fait de mettre la canule dans le nez de l'enfant, un peu plus profond, va venir stimuler en fait les parois et parfois les abîmer. C'est aussi comme ça qu'on a parfois un peu plus de sécrétion parce que du coup la muqueuse réagit et donc en fait on s'en sort jamais, l'enfant continue de produire du mucus pour protéger sa barrière et c'est un peu le cercle vicieux. Donc mon conseil, c'est tout d'abord utilisation du mouche bébé toujours associé avec du sérum phy. Donc il existe les manuels et les électriques. Dans ce cas, je te recommande le électrique parce que la pression, au moins, tu sais qu'elle est constante et qu'il y aura moins de risques d'à-coups qui pourront venir léser le tympan. Et tertio, troisième point, le mouche bébé doit être utilisé en alternance, c'est-à-dire pas de manière systématique. Comme ça, on viendra préserver les muqueuses et toute la sphère ORL de bébé. Comment prévenir le rhume et éviter les récidives ? Alors, on peut toujours prévenir, mais rarement, en tout cas, l'éviter. On peut éviter les formes graves avec des bons réflexes tout de suite à mettre en place. Mais on l'a vu au tout départ de cet épisode, ton enfant a besoin de rencontrer les micro-organismes et est particulièrement sensible face à eux. En particulier, si ton enfant a moins de 3 mois, il n'a pas encore eu ses premières vaccinations, il va falloir être particulièrement vigilante à tes déplacements. Par exemple, durant la période hivernale et même en règle générale, éviter les endroits confinés avec de nombreuses personnes, comme les transports en commun.
En fait, adapter un peu ton organisation au quotidien. Même chose pour tous les jeunes enfants, de principe, en période hivernale, il est recommandé d'effectuer un lavage de nez quotidien à l'enfant. Ça permet ainsi d'une part d'entretenir la routine du lavage de nez et puis d'une autre part de s'assurer de ne pas avoir de charge virale dans le nez si déjà ton enfant n'est pas encore enrhumé parce que c'est quand même très rare en hiver. Et puis maintenant, depuis les années Covid, les gestes barrières font un peu plus partie de notre quotidien et font partie de nos réflexes. Eh bien, c'est très bien de pouvoir se dire et s'interroger. C'est-à-dire, voilà, je vais emmener ce week-end, je pars en vacances, je suis reçue par des amis. Comment vont mes amis? Est-ce qu'ils sont enrhumés? Et s'ils sont enrhumés, eh bien du coup, sache que tu es tout à fait légitime à demander, par exemple, le port du masque, le lavage de mains avant que l'adulte porte ton enfant. Bien sûr, on évitera les bisous. En fait, un simple virus chez l'adulte, un simple rhume, ça peut vite être en fait délétère pour un jeune enfant. Donc n'hésite pas à t'affirmer, à impliquer ton entourage parce que sa santé compte avant tout, parce que sa santé c'est aussi la tienne, donc c'est hyper important. Et avant de conclure cet épisode, j'avais envie de te faire aussi un focus sur la toux parce qu'elle est souvent en lien avec le rhume et une source d'inquiétude pour les parents parce que souvent elle est résiduelle après une bronchiolite, elle peut durer plusieurs semaines. Mais sache que la toux chez ton enfant est une réaction plutôt logique et saine. Et la toux va venir en fait aider l'enfant à expectorer ses sécrétions, éviter que le mucus tombe dans ses bronches et donc créer une inflammation. Donc en fait, elle va être utile pour ton enfant. Elle est souvent désagréable et le but, c'est plutôt de la rendre tolérable pour lui. Parce que si jamais en fait on stoppe la toux, eh bien on arrête ce réflexe et donc les agents pathogènes peuvent plus facilement descendre et donc créer des surinfections par exemple ou des complications. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains sirops ou même suppositoires anti-toussifs, anti-toux, ne sont pas recommandés chez les jeunes enfants. Parce qu'il y a un trop gros risque en fait. C'est la balance bénéfice-risque. Est-ce qu'il vaut mieux lui laisser une toux efficace que de lui stopper et de risquer une complication? Donc ça, n'hésite pas vraiment à en parler à ton médecin. Après, voilà, tout le monde s'adapte à chaque personne. Et comment rendre la toux agréable, supportable pour ton enfant? Eh bien, la base, ça reste le lavage de nez, ça reste aussi l'hydratation. Donc, à partir de 6 mois, en complément du lait à la demande, que ce soit au biberon, au sein, n'hésite pas à lui proposer quelques gorgées d'eau. Parce que plus ces sécrétions seront chargées et plus elles seront fluides et faciles à expectorer. Le chauffage en hiver va assécher l'air des pièces, donc n'hésite pas à placer un humidificateur directement dans la chambre de ton bébé. Même chose, ça va aider à fluidifier ses sécrétions. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris dans cet épisode, ton enfant est particulièrement fragile lors de ses premières semaines de vie, voire première année. C'est pour ça qu'il va donc falloir tout de suite prendre les bons réflexes et adapter le soin du nez pour qu'il soit efficace. Garde en tête que tu dois bien t'installer, plus tu seras à l'aise et plus ton lavage de nez sera efficace. Tu dois aussi toujours avoir en tête de fluidifier les sécrétions et donc utilise toujours du sérum Phi pour pouvoir faire un lavage de nez, nettoyer le nez de ton enfant. Durant la période hivernale, il va falloir tout de suite adopter les bons réflexes en appliquant les gestes barrières, en sensibilisant ton entourage et surtout continue à aérer ton enfant pour changer d'air régulièrement. Tu as désormais les clés pour observer le comportement et même les signes de détresse respiratoire chez ton enfant. Tu pourras mieux observer en le découvrant aussi, pense à ça. On peut réellement observer son thorax, mais pour ça, il faut pouvoir soulever son body, c'est très important. Et surtout, ne reste jamais seul en cas de doute. Ose demander de l'aide, c'est hyper important. Tu peux, même avec ton téléphone, ton smartphone, avoir aujourd'hui des conseils avisés pour être aiguillé et surtout rassuré. Et ce premier épisode de 2023 touche à sa fin
Et oui, finalement, il y avait pas mal de choses à dire autour de la thématique du rhume. Je pensais en avoir pour un peu moins de temps. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu, que tu as maintenant toutes les clés pour pouvoir observer, soulager ton enfant. N'hésite pas à me faire tes retours par commentaire ici ou même sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Parlons Bambin. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de reprendre par ici et je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. En attendant, prends bien soin de toi et à très vite. Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite.